C'est l'heure du journal sur Soleil Levant TV. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Les titres. On parlera dans cette édition de cette affaire dite Frère Onvi. 3 des 4 suspects contre qui des mandats d'arrêt avaient été lancés au Togo ont été appréhendés puis convoqués à la Criette. J'y arrive ce mardi 3 septembre 2024 au thème de l'audience. 2 des ravisseurs de Steve Amosou écopent d'1 an de prison ferme au Bénin. Quelle est la posture du parti Renaissance Nationale dans ce dossier? À suivre la position du parti avec le porte-parole Mohamed Awali Akintola. Voilà pour le sommet. Tout semble évoluer, mesdames et messieurs, dans le dossier Steve Amosou. Une semaine après l'annonce de l'enlèvement du cyber-activiste béninois, le 12 août dernier à Lomé, la justice béninoise s'est vite saisie du dossier. 3 des 4 suspects contre qui des mandats d'arrêt avaient été lancés au Togo ont été appréhendés. Les personnes poursuivies et dont leurs noms sont cités dans l'affaire dite Frère Onvi ont comparu ce mardi. Et qu'ils vous souviennent qu'il s'agit de Jimmy Gandaro, Jérôme Baguidi et Wanilo Medega Fagla, directeur du Centre national des investigations numériques. Et ce qu'il faut retenir est que 2 des ravisseurs de Steve Amosou écopent d'1 an de prison ferme au Bénin. Cette affaire dite Frère Onvi, bien évidemment, suscite assez de commentaires et de réactions. Pour certains acteurs, l'arrestation de Steve Amosou est illégale. Quelle est la posture du parti Renaissance Nationale? Nous avons posé la question au porte-parole du dit parti. Il était reçu sur l'émission Face à l'opinion sur Soleil Levant TV. Nous étions le dimanche 1er septembre 2024. On le suit. Nous, en tant que personnes tierces, avant de nous prononcer, nous sommes obligés d'attendre le deuxième son de cloche. Quitte à ce que, à partir de ce que l'État béninois dira de l'arrestation de Steve Amosou, on pourra dire oui, il y a eu kidnapping. Oui, les lois internationales ont été violées. Non, les services de renseignement togolais ont ou n'ont pas collaboré avec ceux béninois. Est-ce qu'il y a eu de la jurisprudence en cette matière-là? Est-ce que la gravité des faits qui sont reprochés à monsieur Frère Onvi, qu'on estime être dans la vie civile Steve Amosou aujourd'hui, sont suffisamment pesants pour que la procédure d'arrestation qui a été enclenchée soit justifiée? Je préférerais donc, au nom de Renaissance Nationale, qu'on revienne à ce débat-là lorsque cela sera établi, parce qu'il faut faire très attention d'opiner sur une question qui est déjà dans les mains de la justice. Voilà donc la lecture préalable que nous faisons de ce dossier. Du retour des vacances, le chef de l'État et les membres du gouvernement se sont réunis ce mercredi 4 septembre 2024 en Conseil des ministres. On suit le point des grandes décisions dans cet élément. Premier Conseil des ministres du retour des vacances gouvernementales, plusieurs décisions ont été prises. En ce qui concerne les mesures normatives, nous avons la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Au terme de la Constitution, citation, l'État reconnaît la chefferie traditionnelle, gardienne des us et coutumes, dans les conditions fixées par la loi. Fin de citation. En vue de déterminer, dans une approche aussi bien scientifique que participative, cette reconnaissance légale de la chefferie traditionnelle, prendre en compte sa mission et régir son fonctionnement sans dénaturer ses fondements, ses structures, les règles de dévolution du pouvoir, une commission technique pluridisciplinaire a été mise en place. Le présent projet de loi découle de son rapport. Il en ressort que 3 catégories d'autorités relevant de la chefferie traditionnelle sont reconnues, à savoir les rois, les chefs traditionnels et les chefs coutumiers. Il comporte la liste de toutes les chefferies recensées, définit la mission de la chefferie traditionnelle, consigne certaines règles de dévolution de pouvoir, fixe les principes en ce qui concerne les rapports de la chefferie traditionnelle avec l'État
les citoyens et les autorités de la chefferie traditionnelle entre elles. Par ailleurs, il pose le postulat que dans chaque chefferie, la dévolution du pouvoir s'opère sous la supervision d'un conseil de désignation, crée une chambre nationale de la chefferie traditionnelle dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement seront déterminés par voie réglementaire. Enfin, ce projet de loi prévoit les sanctions applicables au manquement des autorités de la chefferie traditionnelle. Autre décision prise, la contractualisation pour la construction d'un nouveau centre de transfert avec des unités de trisomie mécanisées au profit de la Société de gestion des déchets de la salubrité SJDSA. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités de précollecte et de transport des déchets solides ménagers, la SJDSSA s'appuie sur des infrastructures de gestion dont les centres de transfert. Ils constituent des lieux de transit des déchets solides et ménagers collectés auprès des ménages du Grand Nokoué. Par ailleurs, les données statistiques montrent que parmi les villes desservies, celles de Cotonou et d'Abomey-Calavi viennent de loin en tête, avec respectivement des taux de production de 37% et 34% de la quantité totale de déchets collectés. La ville de Cotonou a déjà bénéficié de la construction d'un centre de transfert qui favorise la réduction des coûts élevés de transport des déchets par des caissons à capacité réduite. Pour renforcer la modernisation de la gestion des déchets solides et optimiser les charges irrelatives, il s'est avéré pertinent de construire une infrastructure moderne de même nature dans la commune d'Abomey-Calavi. Pour finir, le Conseil des ministres s'est aussi penché sur les différentes décisions comme l'agrément au Code des investissements, culture, tourisme et arts, contractualisation pour la poursuite des travaux de réhabilitation et d'aménagement au musée Akaba Idénan de Kétou. Dans quelques semaines, c'est la rentrée scolaire 2024 à 2025 et pour mieux réussir cette année, le Conseil national de l'éducation CNE a organisé en collaboration avec les 3 ministères sectoriels de l'éducation un séminaire de préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2024-2025 à Cotonou du 22 au 23 août 2024. Le dit séminaire a été marqué par des différents travaux. On suit le président du Conseil national de l'éducation. Pendant ces 3 jours, les prescriptions de l'article 50 du décret portant AOEF du CNE précité ont été respectés. Les documents prévus à l'article 50 ont été examinés. Et en plus, une séquence de films de classe de mathématiques à l'enseignement primaire a été analysée par des experts, des didacticiens des mathématiques, des psychopédagogues, un neuroscientifique et d'autres collègues intéressés par cette discipline. Au total, nous pouvons estimer que nous avons exécuté entièrement, pleinement et bien notre programme. Je voudrais, à ce niveau, remercier les ministres en charge de l'éducation qui ont été toujours des partenaires fiables du CNE. Remercier les membres de l'Assemblée consultative qui, nouvellement installés, ont joué pleinement leur partition. Et je n'oublie pas le personnel du CNE, le personnel administratif du CNE qui a largement contribué à la tenue de la présente section. Mesdames et messieurs, la session prend fin. Et comme je disais tantôt, nous avons exécuté toutes les activités qui sont prévues au programme. Nous pouvons dire que notre mission, nous l'avons accomplie. C'est sur cela que je déclare clos les travaux de la première session de l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation. À l'instant, le président du CNE, Noël Baguidi, il faut dire qu'au cours
de ce séminaire, 3 différents groupes de travail ont été constitués respectivement selon les sous-secteurs éducatifs. La plénière, mesdames et messieurs, a été essentiellement consacrée à la synthèse et à la validation des feuilles de route et des positions de recommandation majeures. C'est sur cette note d'espoir et d'exhortation que le ministre d'État a renvoyé les conseillers à leurs fonctions et a déclaré ouverte la première session de l'Assemblée consultative du CNU. Déroulement des travaux. Sous la supervision effective du président de l'Assemblée consultative, les travaux de la session démarrés par la vérification du quorum effectué par M. Timonéo Awonibo, secrétaire exécutif du CNU. Ce dernier a rappelé les dispositions du deuxième alinéa de l'article 54 du décret 2023-411 du 26 juillet 2023, modifié et complété par le décret numéro 2023-655 du 13 décembre 2023 et le décret 2023-702 du 29 décembre 2023 portant organisation, attribution, organisation et fonctionnement du CNU. Cette disposition stipule que l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation ne peut siéger valablement en sa session unique que si la moitié au moins de ses membres est présente à l'ouverture de la session. Dans le cas contraire, la session est reportée à 8 heures. Après un appel nominal des membres de l'Assemblée consultative, il a été constaté que 64 des 67 membres convoqués étaient présents. Le quorum étant atteint, le secrétaire exécutif a déclaré que l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation peut donc siéger valablement en sa session unique. Conformément à l'agenda, les travaux de la session se sont déroulés suivant le séquencement ci-après. Amendement et adoption de l'agenda du déroulement de la session. Présentation des communications suivies de débats. Panel de discussion. Travaux en groupe. Restitution en plénière des résultats des travaux des groupes. Observation et analyse d'une séquence de classe de mathématiques filmée à l'école primaire. Synthèse des recommandations majeures. Amendement et adoption du rapport général de la session. Amendement et adoption de l'agenda du déroulement de la session. L'agenda de la session a été lu, puis réaménagé par les participants. La version amendée a été adoptée par l'Assemblée consultative. Présentation des communications suivies de débats. Présentation de la communication numéro 1, tests fondamentaux normatifs du CNU, décret portant AOF et règlement intérieur. La communication numéro 1 a porté sur les tests fondamentaux régissant l'organisation et le fonctionnement du CNU. Elle a été présentée par le professeur Marie-Epiphane Sokwinu, délégué général au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur, membre de l'Assemblée consultative du CNU. Au début de son exposé, le communicateur a décrit le cadre législatif qui a créé le CNU avant de montrer l'évolution qu'ont connue les tests portant organisation et fonctionnement de l'institution. En effet, 3 ans après sa réforme, régie par les dispositions du décret numéro 395 du 29 août 2018, le CNU rénové a connu en 2023 une nouvelle restructuration de ses organes statutaires avec la création d'une part du collège et de l'Assemblée consultative d'autre part. Le communicateur n'a pas manqué de présenter les attributions portées par les 4 fonctions du CNU ainsi que les champs organiques et thématiques relevant de son ressort. Aussi, a-t-il montré que les 2 commissions du CNU constituent les cas d'étude des dossiers sur lesquels le collège émet ses avis et prend ses décisions. L'Assemblée consultative, quant à elle, constitue l'organe du CNE qui est annuellement sollicité sur les grandes préoccupations caractérisant le système éducatif national. Elle a un avis consultatif et ne dispose pas de droit de décision. Par ailleurs, le communicateur a abordé les obligations et sanctions inscrites dans le règlement intérieur de l'institution. Il a fini son exposé par des préoccupations auxquelles il convie les participants à réfléchir. Présentation de la communication numéro 2, compte administratif, compte de gestion et état financier du CNU. La communication numéro 2, faite sur les comptes administratifs, les comptes de gestion et les états financiers du CNU au titre de 2023, a été co-présidée par Mme Annick Chantal Moladé, responsable de la cellule administrative et financière du CNU, et M. Pierre Benoît Kofi, agent comptable près le CNU.
En résumé, la première communication a indiqué que le compte administratif est fait à partir de l'état des engagements et des ordonnancements dans le cadre de la tenue de la comptabilité budgétaire selon les règles de Cisco-Ouada. Il permet de justifier l'usage fait des subventions reçues de l'État. Selon Mme Molade, l'année 2023 a consacré la mise en œuvre du plan stratégique 2023-2027 du CNE. Elle a présenté un point global des ressources et des emplois, une synthèse des ressources mobilisées et des crédits consommés et le résultat budgétaire dégagé de l'exécution du budget au titre de l'année 2023. Au total, les ressources accordées au CNE sous forme de subventions sont évaluées à 919 700 000 et ont été entièrement mobilisées. Quant aux dépenses de fonctionnement et d'investissement, elles sont réalisées à hauteur de 76%. En ce qui concerne la communication relative au compte de gestion et état financier de l'exercice 2023, l'agent comptable a essentiellement présenté la répartition des charges en grande masse. Le montant total des produits est de 1 500 3 144 francs et 1 185 859 163 pour les charges. Les charges du personnel représentent 45% des dépenses totales contre 35% au titre des subventions de la DCE et 13% pour les services extérieurs. Quant aux dettes fiscales et sociales, elles ont augmenté. Présentation de la communication numéro 3, plan stratégique 2023-2027 du CNE. La communication numéro 3 portée sur le plan stratégique 2023-2027 du CNE. Elle a été présentée par M. Abdel Djawel Adeshian Bouraïma, membre du collège du CNE. Dans le cadre de la détermination des choix stratégiques devant lui permettre d'accomplir sa mission, le CNE a élaboré à l'interne son plan stratégique 2023-2027 assorti d'un plan d'action. Après avoir rappelé les fonctions du CNE, le communicateur a présenté la problématique, les défis majeurs à relever, les enjeux liés à la régulation du secteur de l'éducation, la vision ainsi que les valeurs du CNE. Du diagnostic stratégique réalisé, il ressort que le défi majeur à relever par le CNE sur la période 2023-2027 est son positionnement réel en tant qu'organe supérieur du système éducatif national à travers l'amélioration de la qualité de la gouvernance du système éducatif national, l'identification et la veille stratégique de la mise en œuvre des réformes de transformation qualitative du CNE, le développement de mécanismes de financement pérennes du secteur de l'éducation et d'allocation optimale, équitable des ressources entre les sous-secteurs du système éducatif national. Pour ce faire, le CNE a retenu pour vision, à l'horizon 2030, le CNE est l'organe par excellence d'anticipation, de réflexion prospective, de régulation et d'impulsion des réformes et transformations qualitatives pour un système éducatif national performant, générateur d'un capital humain compétent et compétitif. Le cadre stratégique conçu pour concrétiser la dite vision est défini à travers 4 objectifs stratégiques et 9 axes stratégiques constituant des repères pour le plan d'action structuré autour d'un cadre programmatique composé de 3 programmes budgétaires. Le mécanisme de mise en œuvre retenu pour l'opérationnalisation du plan d'action 2023-2027 passe par l'élaboration et l'adoption chaque année d'un PTA, d'un plan de consommation des crédits, d'un plan de passation des marchés et de tableaux de bord des indicateurs. Le dispositif institutionnel de mise en œuvre et de suivi du PS 2023-2027 comporte 5 niveaux interreliés animés par les responsables d'activité, les comités de gestion de programme, le secrétariat exécutif, le collège et l'assemblée consultative. En interactualité, vague de défection au sein du gouvernement ukrainien avec la démission d'un 4e ministre en 2 jours. On suit le reportage. Il s'était forgé une image de gestionnaire efficace en temps de guerre. D'abord en charge des chemins de fer nationaux,
puis nommé ministre des Industries stratégiques, avec la lourde tâche d'accélérer la production d'armes et d'équipements militaires. Oleksandr Kamyshin a officiellement présenté sa démission, de même que les ministres de la Justice et de l'Environnement. D'autres responsables ont aussi renoncé, alors que l'un des principaux collaborateurs du président a été démis de ses fonctions. L'heure est au grand remaniement à Kiev, où le président Zelensky cherche à provoquer un regain de confiance en faveur du gouvernement 2 ans et demi après l'invasion de la Russie, et alors que son pays est confronté à des défis majeurs dans la guerre, les bombardements russes, les difficultés à contenir les gains de Moscou dans l'est du pays, ou encore les réactions de l'armée russe à la récente incursion ukrainienne dans la région voisine de Koursk. Les observateurs s'attendaient à un remaniement d'ampleur. Le Kremlin y a déjà réagi en déclarant que ces développements n'auront aucune incidence sur le processus de négociation de paix. On va s'intéresser à la tournée du pape François, première étape de ce grand périple. Indonésie, pays à forte majorité musulmane, pour une visite de 3 jours centrée sur le dialogue interreligieux. Reportage. À 87 ans, le pape François vient d'entamer le plus long périple de son pontificat. 12 jours et 32 000 kilomètres pour parcourir l'Asie du Sud-Est. L'Indonésie d'abord, puis la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Timor oriental et Singapour. C'est un défi physique pour le souverain pontife qui a connu des problèmes de santé ces dernières années et n'a pas voyagé depuis 1 an. Jakarta est la première étape de sa tournée, la capitale du plus grand pays musulman au monde. Honnêtement, j'ai une religion différente, mais ça me plaît. C'est une question d'union, de respect mutuel. Ça me plaît qu'ils viennent en Indonésie. Vendredi, le pape François doit rencontrer les représentants des 6 religions officielles du pays à la mosquée Istiklal, la plus grande d'Asie du Sud-Est. Le dialogue entre l'islam et le christianisme sera un thème majeur de sa visite, alors que l'intolérance religieuse envers les minorités est en hausse dans l'archipel, qui compte 8 millions de catholiques, moins de 3% de la population. C'est une joie pour notre pays, surtout pour nous les catholiques. J'espère que la visite du pape pourra aider à construire la tolérance religieuse en Indonésie. À Jakarta, le pape François doit aussi rencontrer le chef de l'État indonésien Joko Widodo et présider une messe géante dans un stade de 80 000 places. Après Jakarta, en Indonésie, le souverain pontife devra se rendre en Papouasie-Nouvelle-Guinée du 6 au 9 septembre, au Timor oriental du 9 au 11 septembre, puis à Singapour du 11 au 13 septembre. Ce sera tout, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur les différentes plateformes digitales. Très bonne suite des programmes.